Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Des zones d'ombre entourent l'identification de Michael Dos Santos, le second suspect français sur la macabre vidéo de Daesh. Son accent syrien suscite de nombreuses interrogations et une enquête a été ouverte aujourd'hui sur une autre vidéo de propagande des terroristes appelant les musulmans de France au djihad. Les détails dans ce journal. Des écoutes téléphoniques accablantes dans l'enquête sur les soupçons de matchs truqués en Ligue 2 et déjà 6 mises en examen pour corruption. Et dans l'autre dossier du foot concernant les transferts de joueurs, eh bien la pression retombe nettement. Pape Diouf, sorti de garde à vue hier, assure qu'il n'a absolument rien à se reprocher. Extrait à suivre. La justice rejette la demande de François Fillon de récupérer l'enregistrement des journalistes du Monde avec Jean-Pierre Jouyet. En revanche, une partie de cette discussion sera reproduite dans le procès en diffamation intentée contre le secrétaire général de l'Élysée. Le rappel des faits tout à l'heure. Un rappel à l'ordre de François Hollande. Le président n'a pas du tout apprécié les propos du secrétaire d'État Thierry Mandon, qui avait souligné sur notre antenne la nécessité d'une primaire à gauche en 2017. Dans l'enceinte du Conseil des ministres, le chef de l'État a appelé à la stabilité et à la clarté. Enfin, comme tous les jeudis, le grand entretien du 22h avec notre invité ce soir, c'est le prix Nobel d'économie, Jean Tirole, notre invité tout à l'heure. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Plusieurs spécialistes des filières djihadistes remettent en question la présence de Michael Dos Santos, le second français sur la vidéo de Daesh. La maîtrise de la langue arabe par l'individu suscite de nombreuses interrogations. Les experts pensent qu'il s'agit d'un Syrien. Et par ailleurs, un abonné sur les réseaux sociaux affirmant être Michael Dos Santos dément sa présence sur cette macabre vidéo, même si l'individu fait bien partie des rangs de Daesh. Dans l'actualité aujourd'hui, la justice rejette la demande de François Fillon de récupérer l'enregistrement des journalistes du Monde avec Jean-Pierre Jouyet. En revanche, une partie de cette discussion sera bien reproduite dans le procès en diffamation intentée contre le secrétaire général de l'Élysée. Le rappel des faits, regardez, c'est avec Sophie Normand-Couturier. Une demande pas légalement admissible. François Fillon voulait récupérer l'intégralité de l'enregistrement audio réalisé par des journalistes du Monde lors d'un entretien avec le secrétaire général de l'Élysée. Le tribunal de grande instance de Paris lui répond non. Une bonne nouvelle pour la liberté de la presse, selon l'avocat des journalistes. Le juge dit très clairement que les personnes ne peuvent pas demander à la justice que des journalistes soient condamnés à leur communiquer leur dossier. C'est donc reconnaître la confidentialité du dossier de presse, de travail des journalistes. Pour l'avocat de l'ex-premier ministre, la décision n'est pas surprenante. On avait un cas d'espèce exceptionnel qui était les journalistes qui avaient violé le secret des sources, donc plus de protection des sources. Donc il y avait une toute petite fenêtre. Eh bien, ils se sont arc-boutés, ils ont cadenassé la porte et ils ont tout fait pour qu'on n'ait pas accès à cet enregistrement. Tout le monde essaiera de comprendre pourquoi. Dans cet enregistrement, Jean-Pierre Jouyet évoque notamment un déjeuner avec François Fillon. Celui-ci lui aurait demandé d'accélérer les procédures judiciaires contre son rival Nicolas Sarkozy. Le principal intéressé dément et intente un procès en diffamation à l'encontre du secrétaire général de l'Élysée et des deux journalistes. Procès au cours duquel cette partie de l'enregistrement sera toutefois diffusée. La pression retombe dans l'affaire des transferts de joueurs présumés frauduleux. Après la sortie de garde à vue hier du président du club marseillais et de ses prédécesseurs, aucune mise en examen n'a été retenue. Ce n'est pas du tout le cas de l'autre affaire qui secoue le foot français. L'enquête sur les soupçons de matchs truqués en Ligue 2 s'accélère. On voit tout cela avec Jérôme Bonnard. Suspectés de corruption lors de transferts de joueurs, une quinzaine de personnes ont été entendues près de 2 jours. Parmi eux, les 3 derniers dirigeants de l'Olympique de Marseille. Tous sont sortis libres aujourd'hui. Face aux journalistes, Pape Diouf estime ne rien avoir à se reprocher. Absolument rien. Pas un dixième de grief. L'étonnement était grand, évidemment, pour moi, que pendant 36 heures, j'ai été là, entre bureau de policiers et cave, je dirais, du Grand Commissariat.
à discuter, à faire presque l'historique de l'OM, aimablement, à parler des transferts, à parler des prolongations de contrat, comment ça se fait. En revanche, rien ne s'arrange à Nîmes où les soupçons de triche planent sur le club de Ligue 2. L'un des actionnaires, Serge Kasparian, aurait avoué avoir manipulé des matchs l'an passé pour éviter la relégation. Des aveux couplés aux écoutes téléphoniques révélées par la presse, de quoi inquiéter les 6 suspects mis en examen aujourd'hui, dont Jean-Marc Conrad, président du club, ou l'homme d'affaires Michel Moulin, suspecté de corruption passive lors d'un match entre Dijon et Nîmes. Son avocat ne semble pas très convaincu. Et de toute façon, au-delà de ces déclarations, ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas eu de trucage puisque Dijon a battu Nîmes 5-1. Ce n'est pas 1-0, c'est 5-1. Donc ce qui prouve bien que les dés n'étaient pas pipés. Les dirigeants des clubs de foot français ont affirmé aujourd'hui qu'ils ne pardonneront pas s'il y a faute, tout en s'étonnant tout de même d'un tel acharnement judiciaire. Ce soir, la Ligue de football professionnel a annoncé l'ouverture d'une enquête. Ça sonne comme un rappel à l'ordre. François Hollande n'a pas du tout apprécié les propos du secrétaire d'État Thierry Mandon qui avait souligné sur notre antenne la nécessité d'une primaire à gauche en 2017. Dans l'enceinte du Conseil des ministres, le chef de l'État a appelé à la stabilité et à la clarté. Propos rapportés par le porte-parole Stéphane Le Foll. On voit tout cela avec Samia Dechir. C'est Stéphane Le Foll qui a confirmé le recadrage présidentiel. Pas question pour l'instant d'ouvrir le débat sur une primaire à gauche. Le message relayé ce matin par le porte-parole du gouvernement s'adresse clairement à Thierry Mandon. Chacun doit être à sa place et le temps n'est pas venu d'aller discuter de ce qui pourrait se passer en 2016, en 2017. Ça dépendra d'une décision, ça a été évoqué par le président de la République lui-même, qui viendra de lui, et ce n'est pas des spéculations qui peuvent être faites ou alimentées par les ministres. En Conseil des ministres, le président a réclamé de la clarté et de la stabilité. S'il ne ferme pas la porte, François Hollande refuse d'ouvrir maintenant le débat sur une primaire jugée indispensable par Thierry Mandon, une primaire à laquelle pourrait participer le chef de l'État. Mardi, le secrétaire d'État a été le premier membre du gouvernement à la réclamer publiquement. Elle est indispensable parce que, particulièrement en 2017, ce que vous ne réglez pas dans une primaire, vous le retrouvez au premier tour de la présidentielle. Une position partagée par l'aile gauche des socialistes, mais contredite par plusieurs membres du gouvernement pour qui François Hollande reste le candidat naturel de la gauche en 2017. Et on parle de nouveau des 35 heures. Emmanuel Macron évoque un besoin de souplesse devant une commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'impact de la réduction du temps de travail. Le ministre de l'économie bouscule un peu ce totem de la gauche. On l'écoute. Ma conviction, si je devais la résumer, c'est qu'on peut défendre les 35 heures et que pour ma part je les défends sans pour autant les mettre sur un piédestal. Mais le cadre légal des 35 heures n'est pas suffisant car les salariés, comme les entreprises, ont besoin de plus de souplesse. Voilà, et on évoque ce sujet avec notre chroniqueur économique, Jean-Louis Gombaud. Bonsoir. Bonsoir Sonia. Alors ce n'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron évoque les 35 heures et bouscule un peu ce totem. On peut parler d'une récidive en quelque sorte, oui. Parce que quelques semaines, une dizaine de jours même, avant d'être nommé dans le gouvernement de M. Hollande, il avait donné une interview au Point et dans laquelle il avait parlé à propos des 35 heures de nécessaires dérogations. Et ce fut, rappelez-vous, un tollé. Maintenant, il est ministre et il revient sur cette question. Qu'est-ce qu'il nous dit, M. Macron, aujourd'hui? Il nous dit, dans le cadre légal des 35 heures, comment faire pour que des accords majoritaires au niveau des branches puissent permettre une certaine flexibilité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le cadre légal des 35 heures, ça veut dire que, selon lui, la loi sur les 35 heures demeurera. La gauche sera donc satisfaite pour certains qui trouvent que c'est un totem. Donc la loi demeurera. Mais s'il y a des accords majoritaires dans les branches, on permettra une flexibilité. Autrement dit, si les partenaires sociaux, patronat et gouvernement s'entendent d'une manière ou d'une autre pour déroger aux 35 heures, la loi générale ne s'appliquera pas. Il y aura donc une loi générale et 35 heures qui demeurera, mais il y aura des lois particulières si au niveau des branches, les partenaires sociaux sont d'accord pour le faire avec, par exemple, un certain nombre de contreparties. Donc il y a là quand même un revirement, peut-être pas un revirement, mais un infléchissement
important dans le système des 35 heures qui dure maintenant depuis à peu près une vingtaine d'années. Et qu'en est-il, Jean-Louis, de la loi à venir pour libérer la croissance d'Emmanuel Macron? Ça va dans le même esprit. Alors, on reproche d'avance à cette loi d'être un peu fourre-tout. Il y a tout. Il y a les notaires, il y a le travail du dimanche, il y a un petit peu de tout. Mais ce qu'il y a, c'est que je ne sais pas s'il y aura les 35 heures, mais ce qu'il y a, par exemple, sur l'élargissement des possibilités d'ouvrir les magasins le dimanche, on a le même esprit que ce que je viens de développer ici sur la question des 35 heures. C'est-à-dire, on ouvre les possibilités d'ouvrir le dimanche, mais on négocie entre partenaires sociaux un certain nombre de contreparties. Donc il est clair que on va vers un infléchissement du Code du travail d'une manière ou d'une autre, un infléchissement de l'économie favorable, selon M. Macron, à plus de croissance. Mais là-dessus, M. Macron est sur du velours, parce que 2 Français sur 3 sont pour l'assouplissement des 35 heures, 2 Français sur 3 se disent favorables à l'ouverture du commerce le dimanche. Donc pour lui, il y aura des oppositions politiques, mais il va avoir l'opinion avec lui. Oui, vous dites sur du velours pour les sondages, mais les oppositions politiques sont rudes. Tout à fait. Alors parce qu'évidemment, on parlait de totems tout à l'heure. Effectivement, des totems et des tabous. Donc il semble bien que M. Macron ne soit pas de ce bord-là. Lui, les totems et les tabous, ça ne l'intéresse pas. Il voit sa conception de l'efficacité économique qui passe, selon lui, et il est fidèle à lui-même, puisque j'ai rappelé cette interview au Point, qui passe sur lui sur un infléchissement général des lois économiques et sociales. Merci beaucoup, Jean-Luc Gombaud, pour votre analyse. La suite du 22h. Et après un débat passionné, eh bien, l'Assemblée nationale a finalement voté dans la nuit la carte de France à 13 régions, vous la voyez. En seconde lecture fin octobre, le Sénat avait porté cette carte à 15 régions, mais les députés sont revenus sur ces modifications et le feuilleton n'est pas terminé puisque députés et sénateurs doivent se réunir en commission mixte paritaire la semaine prochaine, bien pour aboutir à un texte commun et donc à une carte commune. Le bras de fer donc se poursuit. Cette question à présent ce soir, quel avenir pour les sociétés d'autoroutes? Faut-il les renationaliser alors que la question d'un rachat des concessions d'autoroutes se précise? Eh bien, une commission d'information a été mise en place au Sénat et le débat est très vif. On voit tout cela avec Cécile Sixou. Regardez. Vous ont interrogé sur quoi? Ce matin, à la sortie de leur audition, les concessionnaires d'autoroutes sont peu loquaces. Il faut dire que depuis un an, ils sont dans le collimateur des autorités de contrôle. Épinglés par la Cour des comptes en 2013 pour avoir fixé des prix trop élevés au péage, ils l'ont été de nouveau en septembre par un avis de l'autorité de la concurrence qui dénonce leurs gains exceptionnels. 2 rapports accablants, désormais, ils sont dans le viseur des parlementaires. La parole est à notre collègue Philippe Kaltenbach. La semaine dernière, Philippe Kaltenbach a interpellé le gouvernement. Monsieur le ministre, vous le voyez, cette exception au principe de la gratuité des autoroutes profite désormais à des sociétés privées à la rentabilité maximale. Est-ce acceptable ? À l'Assemblée nationale, une mission d'information a été créée. Elle a rendu hier ses premières conclusions et propose de résilier les contrats entre l'État et les concessionnaires avant la fin de l'année. Au Sénat, le groupe de travail a débuté ses travaux ce matin. Il a été créé il y a un mois, après l'audition du président de l'autorité de la concurrence, Bruno Lasserre. Si nous sommes constitués en groupe de travail, c'est tout simplement parce que l'émotion a été très forte sur la vie de la concurrence. On sent bien les concessionnaires très agacés par cette situation. Nous, dans notre rôle de parlementaire, nous avons à, comme je vous l'ai dit, éclairer la situation. Éclairer la situation, les sénateurs devraient, au terme de leurs auditions, formuler de nouvelles propositions au gouvernement. La suite du 22h et dans un instant, c'est le grand entretien du jeudi soir. Notre invité, c'est Jean Tirole, prix Nobel d'économie et chercheur avant tout, comme il le rappelle. L'entretien a été enregistré avant ce journal et il est à suivre après le tour de l'info de Nathalie Guillois. Regardez. L'image est forte. 3 djihadistes français brûlent leur passeport face à une caméra, le visage découvert. Cette vidéo de propagande a été diffusée hier par le groupe État islamique. Chacun leur tour, ces 3 jeunes gens armés s'expriment en français. Ils appellent les musulmans de France à rejoindre leur rang. De plus en plus de vidéos réalisées par l'organisation État islamique mettent en avant des djihadistes français. Une nouveauté qui confirme la gravité de la menace qui pèse sur la France. Le parquet de Paris ouvre une enquête sur cette vidéo.
Les Roms comme les oiseaux volent naturellement. La Cour d'appel de Paris a confirmé aujourd'hui la condamnation de Jean-Marie Le Pen à une amende de 5 000 € pour cette phrase, prononcée en septembre 2012 à l'université d'été du Front National. Le fondateur du parti d'extrême droite va former un pourvoi en cassation, a indiqué son avocat. Annoncé aujourd'hui par le ministère de la Santé, le Sovaldi, un médicament contre l'hépatite C, sera désormais vendu un peu moins cher. Une bonne nouvelle pour les comptes de la sécurité sociale. Cette maladie toucherait 200 000 personnes en France. Pour faire des économies, le PLFSS veut également développer les génériques. Un an après la même image, demain, François Hollande et Jacques Chirac seront réunis au Quai Branly à l'occasion de la remise des prix de la Fondation de l'ancien président de la République. Les sorties publiques de Jacques Chirac aujourd'hui sont de plus en plus rares, donc très attendues. L'an dernier, il était apparu très affaibli, se déplaçant avec une canne à côté du chef de l'État. Et ce soir, Jean Tirole, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, le prix Nobel d'économie et président de la Toulouse School of Economics, la TSE. Alors depuis l'attribution de ce prix, Jean Tirole, on imagine, on le sait, vous avez été très sollicité. J'avais envie de vous demander, est-ce que vous retrouvez un petit peu une vie normale ? Pas encore. Je dois avouer que je ne suis pas habitué aux médias, je ne suis pas habitué à l'attention qu'on me porte. Mais j'ai aussi un peu une responsabilité de porter le message économique depuis ce prix Nobel. Donc j'essaie de garder un peu de vie en famille et de vie parmi les collègues aussi, puisque la recherche et les étudiants... C'est votre quotidien, c'est la recherche fondamentalement, oui. C'est mon identité, donc j'essaie de garder, de préserver ça, mais c'est difficile. Qu'est-ce que vous retenez? Alors cette période folle d'effervescence n'est pas terminée, au contraire, elle se poursuit, mais qu'est-ce que vous retenez de tout cela, de cet engouement, cette effervescence, tous ces portraits dans la presse mondiale? Alors, c'est très flatteur aussi, mais c'est aussi beaucoup de stress parce qu'effectivement, on se demande si on est capable de faire ce qu'il faut pour assumer ça. Ce qui m'a fait très plaisir en particulier, c'était l'accueil des étudiants et des professeurs. Ça vous a beaucoup touché, c'était très émouvant et pour quelqu'un qui a fait sa carrière dans l'université, c'est évidemment quelque chose qui compte et dont je me souviendrai bien sûr. Dans ces portraits évidemment très élogieux, il y a cette envie de vous classer, j'allais dire. On vous a souvent présenté comme un libéral, le prix Nobel d'économie étant souvent attribué à des économistes libéraux. Est-ce que vous vous classez ainsi? Est-ce que vous avez une école particulière à laquelle vous appartenez? Alors, beaucoup de gens disent que je suis inclassable parce qu'effectivement, je pense que les marchés ont un rôle prépondérant à jouer dans l'économie, mais en même temps, je suis pour une régulation par un État fort, que ce soit la régulation par le droit de la concurrence, par les autorités de régulation, par les banques centrales, la régulation de l'environnement, tout ça. Donc je suis très pro-régulation en même temps, mais je pense qu'effectivement, une économie de marché ne peut marcher que s'il y a un État fort qui régule et pallie les défaillances de marché en même temps. Donc c'est pour ça que je suis inclassable et je pense que la plupart des économistes de nos jours sont quand même assez inclassables, puisque la plupart des économistes pensent un peu comme moi que les marchés ont un rôle très important à jouer, mais qu'en même temps, on ne peut pas toujours laisser faire. Alors, on l'a dit tout à l'heure, il y a un vrai engouement et un attrait du public pour vos travaux, évidemment d'abord, mais pour vous-même, votre personnalité, et du côté des responsables politiques. Est-ce que vos idées, ils se les ont appropriées? Est-ce que vos idées ont infusé à la fois dans leur discours et surtout, j'allais dire, dans leurs actes? C'est le plus important. Alors, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Je pense que les personnalités politiques m'ont reçu très gentiment, ont écouté. Et très récemment, il y a quelques minutes, évidemment, au Sénat, la Commission des affaires économiques. Donc, je peux faire passer des messages. Mais maintenant, ces messages, c'est normal. Il faut que les politiques se les approprient. Ça prend du temps et c'est à moi de faire, et à mes collègues, puisque c'est toute une communauté, de faire preuve de pédagogie pour essayer d'expliquer quels sont les enjeux et comment on pourrait améliorer les choses. Alors, on va parler justement de quelques mesures clés pour améliorer les choses. Mais je voulais vous demander, puisque vous parlez de vos collègues, est-ce que vous trouvez dans le débat public en ce moment qu'on parle trop d'économie? Alors, je sais, je vous le demande à vous, mais est-ce que l'économie n'a pas pris le pas sur le politique et justement peut-être sur la vision politique? Tous les débats sont économiques aujourd'hui. Tous les débats sont un peu économiques, vous avez raison. C'est-à-dire qu'on ne peut pas y échapper. Tous les grands enjeux, je sais pas, le chômage, l'inégalité, le droit de la concurrence, l'environnement, ce sont des problèmes politiques. Alors, des problèmes économiques, mais la politique joue un rôle important, évidemment, parce qu'il y a déjà toute l'économie politique qu'il y a derrière, parce que dès qu'on fait une réforme, par exemple,
Ben, il va y avoir des perdants, il va falloir faire en sorte que ces perdants ne soient pas trop lésés, il va y avoir les gagnants, il faut montrer aux gagnants qu'ils vont gagner. Donc il y a tout un côté qui, lui, n'est pas économique, qui est de faire accepter ces réformes, de faire accepter ces régulations. Et évidemment, nous, on travaille aussi là-dessus, parce que les économistes ne travaillent pas seulement sur l'économie, ils travaillent aussi sur les sciences sociales en général. Oui, et puis comment porter ce message, comment porter ce message, voilà. Donc, mais on ne peut pas être les seuls à faire ça, c'est qu'il faut aussi que les journalistes, les politiques, etc. nous aident à les relais. Voilà. Je voulais vous parler d'une étude de l'INSEE qui insiste sur un phénomène important. Vous avez parlé évidemment de notre plus grand problème, c'est le chômage et le chômage de longue durée. L'INSEE insiste justement sur ce phénomène de persistance de ce chômage de longue durée. Est-ce qu'on est dans une logique perverse justement de ce marché du travail dont vous parlez abondamment dans vos travaux? Alors, il y a deux choses différentes. Il y a d'une part, le chômage est élevé. Alors, le chômage officiel plus le chômage déguisé, puisqu'on cache les chômeurs en les mettant en formation parfois. Ceux qui sont en congé maladie ne sortent du chômage, etc., etc. On met les gens en pré-retraite. Donc on a un chômage qui est extrêmement élevé, qui touche deux catégories, c'est les moins de 25 ans et les 55-64 ans principalement. Et l'autre caractéristique qui est très grave, c'est qu'on a du chômage de longue durée. C'est-à-dire que le chômage de courte durée n'est pas un phénomène économique très très important. Le chômage de longue durée crée effectivement des drames humains, mais aussi crée une désadaptation vis-à-vis du marché du travail. C'est-à-dire que ces gens peuvent sortir de façon durable du marché du travail. Et c'est un coût économique, c'est un coût personnel pour ces personnes, mais aussi un coût économique très important. Je voudrais vous citer une mesure sur laquelle le gouvernement se penche en ce moment. Pour les travailleurs pauvres, c'est très important. Un dispositif, c'est une prime d'activité qui va donc regrouper maintenant et remplacer à la fois la prime pour l'emploi, vous le savez, et le RSA activité. Est-ce que ça va être enfin plus clair? Parce que l'enjeu, c'est de redonner justement cette impulsion pour l'emploi. Alors, je ne peux pas me prononcer sur les aspects techniques de la prime, puisque je n'ai pas vraiment suivi en détail. Mais l'idée quand même qu'on donne une incitation aux gens qui sont au chômage à reprendre un emploi, et ça paraît tout à fait fondamental. Lionel Jospin avait déjà fait ça dans le temps, et il faut continuer à faire ce genre de choses. De même, il faut donner des incitations. Encore faudrait-il que ce ne soit pas une usine à gaz. Il ne faut pas que ce soit une usine à gaz. Ça. Alors, le problème, évidemment, des lois, souvent, c'est que ça devient des usines à gaz, parce que chacun rajoute son petit grain de sel, et in fine, on ne comprend plus ce qui se passe, parce que ça devient trop complexe. C'est comme les lois, on n'optimise plus globalement. C'est des millefeuilles, oui. Voilà, c'est des millefeuilles. Donc vous avez tout à fait raison, et c'est important de simplifier les choses dans tous les domaines. D'ailleurs, il n'y a pas que dans ce domaine-là. Je voulais revenir aussi à vous, maintenant. La suite, j'allais vous dire, quand même, le prix Nobel d'économie, c'est une consécration, l'engouement du public, l'attrait et tout cela. Et maintenant, pour vous, est-ce que c'est une finalité, ce prix, ou il y a une suite? Il y a une suite parce que, bon, d'abord, je suis chercheur, c'est ma passion, donc j'aime bien être dans mon laboratoire avec mes collègues et étudiants, avec le staff. Donc ça, c'est ma personnalité. Je pense qu'effectivement, j'ai quand même un devoir de faire connaître mieux l'économie. Et c'est vrai que l'économie en France est un peu le parent pauvre. Il y a beaucoup de travail à faire. Et puis développer aussi, on a développé à Toulouse une espèce de grande école au sein de l'université. Donc on croit dans l'université. On essaie de marier le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire l'université et les grandes écoles, face à une concurrence internationale. Et vous êtes en train d'y arriver avec cette école à Toulouse. On fait de gros progrès. C'est pas fini. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais je pense. Et vous avez dit l'économie parent pauvre en France. Est-ce que aussi c'est la faute des économistes? Il n'y a pas une vraie pensée économique structurée. Il y a vous, il y en a d'autres qu'on peut citer, mais est-ce qu'il y a tant que cela? Alors, il y a quand même beaucoup de gens qui font de l'économie intéressante et de haut niveau en France. Il faut pas, même s'il y a beaucoup des talents français qui partent à l'étranger, ce qui est un peu un problème, il y a quand même en France beaucoup d'économistes de talent. Alors, c'est vrai que nous, en tant qu'économistes, et je fais mon mea culpa ici, on a besoin parfois de faire plus d'efforts pour communiquer ce savoir. Alors, pas seulement dans les médias, mais aussi aller dans les agences, les autorités de régulation, aller dans les ministères, aller à la Commission européenne, etc. Alors on espère, et ça arrive quand même de temps en temps, heureusement, que nos travaux de recherche fondamentale après inspirent des lignes directrices, des lois.
Mais aussi, parfois, il faut aussi que nous soyons plus présents. Dans la crise financière, c'est très clair, les économistes n'étaient pas très présents avant la crise financière. Ouais, même quand ils étaient présents, ils se sont parfois un peu trompés. Alors parfois, ils se sont trompés, mais je dirais que la plupart des ingrédients de la crise financière avaient été décrits dans nos recherches économiques. Et on ne l'a pas fait savoir, donc on a une part de responsabilité. C'est une question de message, ce que vous disiez tout à l'heure. Ça revient aussi à porter la chose de manière politique. Voilà, il faut effectivement qu'on soit plus présent. Alors bon, il y a toujours des tensions, parce qu'on a envie de faire de la recherche, c'est notre passion. Et on ne peut pas être sur tous les fronts en même temps, mais c'est vrai qu'on peut faire un petit peu plus. Donc vous êtes dans votre laboratoire, vous aimez la recherche et ça se voit. Vous êtes parfois sur les plateaux de télévision, on vous en remercie, et dans les radios en face des micros. J'allais vous demander qui vous demande le plus aujourd'hui. Est-ce que ce sont les journalistes, les responsables politiques, les chefs d'entreprise ou peut-être à l'étranger qu'on vous demande le plus? Pour l'instant, j'ai refusé toutes les invitations à l'étranger parce que c'est vrai que depuis le 13 octobre, il est arrivé, je pourrais être dans un avion tous les jours pendant une ou 2 années là maintenant, mais je refuse assez systématiquement, sauf certains cas évidemment qui paraissent importants, je ne sais pas, aller à la Banque Centrale Européenne ou ce genre de choses, ça paraît important, mais j'essaie de refuser les invitations parce que il y a un danger que je quitte le monde de la recherche. Et dans ce cas-là, je pense que ça serait nuisible. Vous êtes un chercheur avant tout. Je suis un chercheur avant tout, oui. En tous les cas, merci de nous avoir consacré tout ce temps, Jean Tirole. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci. Je remercie évidemment le public. Merci de votre fidélité. On arrive à la fin de ce journal. À bientôt, avec grand plaisir, bien sûr.